Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 21. Je me présente, je suis Maude, experte en reconversion professionnelle et j'aide les femmes à construire leur activité en ligne depuis chez elles de façon sécurisée, stable et rentable à leur image. Et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont réinventé leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Ce matin, j'accueille Harmonie. Bonjour Harmonie. Bonjour. Merci de t'accueillir ici sur ce podcast pour cet épisode numéro 21 déjà. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Donc je vais présenter Harmonie brièvement parce qu'elle nous expliquera justement tout son parcours lors de l'interview. Donc, c'est une ancienne assistante d'éducation dans l'enseignement catholique. Aujourd'hui, elle est multi-entrepreneur en tant qu'hypnothérapeute et co-responsable du pôle immobilier chez Visis Patrimoine. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir qui vous attend. Je vous laisse découvrir son histoire. Donc, Harmonie, première question pour toi ce matin. Si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-nous, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là ? Alors, mon quotidien, avant tous ces changements, c'était 1 heure de trajet le matin en voiture avec les bouchons dès quasiment 6h30 du matin, parce que je ne travaillais pas à côté de mon domicile. À peu près 1 heure à 1h30 de trajet le soir. Avec les horaires de boulot, c'est quasiment plus le trajet, 50 heures d'absence de la maison par semaine. Je suis maman de 2 enfants, donc je n'ai pas vu mes horaires, en tout cas professionnels, m'ont empêché de voir grandir les débuts de mes petites puces, mais un boulot passionnant. Donc, je m'occupais des enfants des autres, on va dire ça comme ça, des ados principalement, dans une équipe humaine, pour le coup, une petite famille. J'ai grandi dans cette famille-là parce qu'il faut savoir que je travaillais là où j'ai été élève moi-même. Donc, en fait, j'ai quasiment pas quitté l'école pendant toute cette période-là. J'y ai travaillé 15 ans, avec sur les 3-4 dernières années, une grosse restructuration. On a fusionné 4 établissements scolaires, donc qui dit fusion des équipes, dit modification aussi du travail, dit changement, beaucoup de changements et adaptations. Et ça a été le début pour moi. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais plus particulièrement en phase avec certaines valeurs et la réflexion d'imaginer pouvoir peut-être changer de voie a commencé à s'installer à ce moment-là. Mais ça s'est pas fait, comme ça. Il a fallu plusieurs petits déclics, je pense, pour arriver à ce changement. Mais voilà, mon quotidien, c'était ça. Je travaillais dans une équipe à peu près, on était une quinzaine, puis après presque une trentaine. On ne se voyait pas forcément tous les jours, sur un établissement qui accueillait, sur la fin, plus de 2000 élèves, donc une grosse structure, avec un avantage certain, c'était quasiment toutes les vacances scolaires, mais sur le quotidien, j'étais plongée dedans, passionnée aussi, mais il fallait sacrifier aussi un temps de vie de famille qui commençait à me peser aussi pas mal. Oui. Et dans cette restructuration là que tu nous as parlé, qu'est-ce qui finalement te convenait plus ? Qu'est-ce qui vibrait plus pour toi ? Tu as dit que ça faisait plus partie de tes valeurs. Est-ce que tu peux nous donner peut-être En fait, ce qui a été assez surprenant, c'est que donc en restructurant ces 4 établissements, on a forcément travaillé, je vais trouver le mot juste, on a fusionné nos équipes aussi, nos équipes notamment en vie scolaire, moi, dans le service dans lequel je faisais partie. Et en fait, on s'est rendu compte que
dans chaque établissement, on n'avait pas du tout la même manière de travailler et on n'avait pas du tout la même liberté. Moi, j'avais de la chance parce que j'arrivais de l'établissement où on avait presque la plus grande liberté de travail, la liberté d'action, confiance aussi professionnelle parce que on était formés, on avait des missions qui allaient au-delà du simple surveillant de couloir, on va dire, ou de salle de perme. On était de vrais éducateurs et c'était pas le cas partout. Et donc, il a fallu, quand on a fusionné tout ça, eh bien, au lieu de tirer les collègues des autres établissements vers le haut et leur permettre aussi cette liberté d'action, cette formation, cette approche dans le métier, on a tiré vers le bas ceux qui, comme moi, avaient ces possibilités-là. Donc, le métier est devenu moins intéressant. Beaucoup moins intéressant, beaucoup moins de confiance. Ça créait aussi il y avait du conflit un petit peu sous-jacent dans les équipes parce qu'il y avait des différences de salaire importantes, il y avait des différences de mission importantes et donc ça créait des jalousies, des tensions et quoi de mieux que diviser pour bien régner dans un moment comme ça. Et ça, c'est ce qui m'a fait perdre foi un petit peu en tout ça. Alors, forcément, il y avait de bonnes choses dans cette fusion, je dis pas le contraire, mais moi, j'y retrouvais plus ma place. En tout cas, ça devenait une grosse usine à bac, comme je disais, et on avait perdu vraiment cet aspect humain et familial qu'on avait, et ça, j'y retrouvais plus mon compte là-dedans. Ouais, je comprends. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un détail, un moment où tu t'es dit, là, vraiment, stop, il faut que j'arrête, quoi. Il y en a eu plusieurs en fait. Déjà, dans le quotidien, il y avait vraiment des collègues qui souffraient au travail. Moi, à cette période-là, j'ai fait partie je suis rentrée dans le CHSCT pour mettre en place le nouveau document unique après fusion. Un document unique, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est là où on va mettre tous les risques professionnels et notamment les risques psychosociaux. Donc, j'ai découvert cette partie-là dans le CHSCT et je me suis dit, punaise, en fait, on est quand même, il y a beaucoup de monde touché par ça, notamment des cadres aussi, beaucoup, et ils l'ignorent et ils savent pas comment y aller. Donc moi, j'ai vu des collègues vraiment souffrir. Sans me rendre compte que je souffrais aussi quelque part de la situation. Et donc, on m'a déplacée en me faisant croire que c'était pour mon bien et au contraire, je sentais bien que je suis pas quelqu'un qui a ma langue dans ma poche. Donc voilà, je sentais bien que de temps en temps, je dérangeais peut-être un petit peu. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, j'étais dans un établissement quand même qui nous offrait la chance de nous former pour pouvoir évoluer. Et j'ai fait ma demande de formation pour devenir cadre éducatif. Et ça m'a été accepté, ce qui était top, sauf que on m'a fait comprendre que oui, tu pourras partir en formation. Donc c'était une formation qui durait 2 ans à peu près, mais on m'a fait comprendre qu'il y aurait pas de poste pour moi dans l'établissement où je travaillais. Ça a été, si je peux parler d'un vrai déclic, là pour le coup, j'ai pris ça comme une claque de non-reconnaissance, vraiment. J'avais eu la sensation d'avoir donné 15 ans de ma vie dans cet établissement pour derrière qu'on me dise, en fait, c'est bien, mais tu vas aller voir ailleurs. Et en même temps, j'étais très en colère après eux, après moi. Moi, parce que je me suis sentie naïve, en fait. Voilà, il y a des indispensables plein les cimetières. Qu'est-ce que tu crois? On t'attend pas, quoi. L'idée de cette famille dans laquelle j'avais grandi et évolué s'effondrait un peu autour de moi. Et je me suis sentie presque abandonnée, quoi, lâchée. Et alors que j'aurais pas dû je pense que j'aurais pas dû, avec le recul, avoir ces pensées-là, parce que c'était pas du tout ça. Mais sur le moment, c'est comme ça que je le vis, vraiment. Et physiquement, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais des douleurs. J'ai fait une tendinite à l'épaule gauche, un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Enfin, je sentais bien que mon corps me disait aussi, il y avait une espèce de tension permanente. Le sommeil, n'en parlons plus, je commençais à dormir de moins en moins.
Et je tombais malade tous les 4 matins. Donc, il y avait cet aspect au boulot où il y avait cette perte de valeur, ce sentiment de non-reconnaissance. Je m'ennuyais aussi beaucoup dans mon quotidien. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai mon corps qui me disait, qui m'envoyait plein de signaux me disant ça va pas, quoi, t'es plus à ta place. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire parce que je pense que quand on reste aussi longtemps dans une entreprise, dans les relations aussi qu'on crée, etc., le pro-perso, finalement, il se mélange un peu. Tout à fait. Donc, forcément, ça nous touche plus parce que on ne fait pas forcément de distinguo boulot-perso. Il y a un peu ce mélange qui se fait et ça nous touche plus, en fait, émotionnellement parlant, quand là, par exemple, tu as eu le refus que tu as eu, quoi. Bien sûr. C'est totalement compréhensible et je vois totalement ce que tu veux dire. C'est une boîte qui m'a vu grandir. Hein. Enfin, moi, j'ai démarré là-bas, j'avais 19-20 ans, quoi. Donc, et j'étais élève avant. Donc, moi, mes collègues de boulot sont des gens qui m'ont connue, j'avais 15-16 ans. Donc, ça a été je pense que, voilà, même moi, ça m'a permis aussi de faire cette distinction, je pense, à un moment. Alors, j'ai mis du temps à le comprendre après mon départ, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus de frontières. Et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pris autant à cœur, quoi, à mon sens. Ouais. Tout à fait. Je pense que c'est lié, en effet, ouais, exactement. Du coup, comment ça s'est passé là? Tu nous as expliqué que il y a plusieurs choses qui ne te convenaient plus. Tu as commencé à avoir les problèmes de santé qui ont commencé aussi à arriver. Comment ça s'est passé pour ton départ? Comment concrètement tu as fait? Alors, ça s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, donc, quand on me fait comprendre que pas de poste, malgré la formation, je rentre chez moi le soir, j'ai 1 heure de trajet, hein, comme je te disais tout à l'heure, et dans tout le trajet, je suis en colère, je dirais que c'est vraiment la colère qui m'a donné cette énergie de mouvement. Je crois à ce moment-là, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon conjoint, c'est bon, il faut que je parte. Je ne peux plus rester là-bas. Il faut trouver une solution. Je dois changer. Et lui me dit, écoute, on y va, quoi, banzai. Hein, je te suis. On sécurise, mais je te suis. Et le lendemain, je me revois renvoyer un mail à mon chef de service et à mon chef d'établissement en disant, j'annule ma demande de formation de cadre éduc. Et je ne donne pas d'explication. Mon chef me convoque, qu'est-ce que tu fais? Il se passe quoi? Et je lui dis, je prends conscience que je ne peux pas rester, qu'il va falloir que je parte. Et mon chef de service, il a qui m'a connue, mais vraiment, lui, pour le coup, il m'a vu grandir. Il m'a dit, Harmonie, j'ai une simple question à te poser. Et cette question a été aussi un autre déclic. Et il m'a dit, tu te vois où dans 5 ans? Et en fait, 5 ans, c'est à la fois demain, ça va très vite, et à la fois, à l'époque, j'allais sur mes 35 ans, donc 5 ans, c'était l'arrivée des 40 ans. Et donc, et puis en plus, dans ce métier-là, nous, on marche en année scolaire, hein, donc de septembre à juin, quoi, donc 5 ans passent encore plus vite, je crois. Vraiment. Et je me disais, mais je me vois et c'est dans cette question, la première chose qui m'est venue, c'est que j'ai eu peur de me voir encore là où j'étais dans 5 ans. Et l'idée même de penser que je pouvais être encore à cette place-là et à ce que je vivais à ce moment-là dans 5 ans a été profondément marquant pour moi. Parce que, ça a été... Alors, il y a eu le déclic, la colère la veille, et cette question qui me dit, mais oui, quoi, moi, je ne me vois plus là dans 5 ans, en fait. Et c'est lui qui me dit, OK, tu ne veux plus faire ta formation de cadre éduc. Par contre, si tu le souhaites, il me l'a fortement conseillé, il m'a dit, fais un bilan de compétences. J'y plongeais pas du tout, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, et il me dit non, tu continues, enfin on te financera ton bilan de compétences. Ça rentrait dans le cadre de la formation, et donc je suis partie. Je crois que ça a duré 3 ou 4 mois, je sais plus combien de temps ça a duré. J'y allais 1 fois par semaine. Ah ouais, à peu près.
Donc, j'ai choisi mon lieu de bilan de compétences. Donc, j'avais rencontré plusieurs sociétés indépendantes. Et puis, j'ai choisi celle avec laquelle je me sentais en tout cas le plus à l'aise. Et donc, je suis partie faire mon bilan de compétences. Et ça a été, pour moi, en fait, ça a été sécurisant parce que je me suis rendu compte que j'avais des compétences. Et des compétences que j'ignorais avoir, surtout. Après, voilà, en fait, il y a un moment, dans la fameuse échelle des apprentissages, c'est qu'il y a un moment, tu ignores que tu sais. J'en étais là. Il y a plein de choses que j'ignorais et que j'ignorais savoir, en tout cas. Donc, ça m'a permis de sécuriser aussi tout ça. Ça a gonflé un peu la confiance en moi sur le plan professionnel et personnel aussi, parce que on explore quand même pas que le pro dans le bilan de compétences. Et ça m'a permis de comprendre vers quoi il fallait que je m'oriente. À l'époque, déjà en parallèle, je faisais des petits stages le week-end en développement personnel. J'avais découvert aussi l'hypnose pour moi. Et donc, ça commençait déjà à gratter un petit peu par là. Et le bilan de compétences, au bout du compte, me dit tu dois continuer à accompagner les gens, comme je le faisais dans mon quotidien, mine de rien, avec les jeunes, avec un outil. Voilà, il me faut un outil pour accompagner les gens. Et surtout, il a révélé, il va falloir sortir du salariat parce que tu n'as plus ta place dans le salariat. Et donc, je sors de ça, avec ça dans les mains. Des idées d'école vers lesquelles je veux me pencher pour partir en formation en hypnose et en sophro aussi à l'époque, parce que j'ai aussi cette casquette de sophrologue en plus de l'hypnothérapie. Et là, commence à se dire, ok, dans quel sens on prend les choses? Parce que la première question qui vient, c'est d'accord, je change, je pars, mais comment je paye les factures à la fin du mois pendant toute cette période-là? Et parce que c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il faut manger. Il faut manger. Et donc, le truc se structure dans ma tête. Je décide de dire, je veux me lancer dans l'hypnothérapie. J'avais choisi l'école où aller. Forcément, c'est des domaines où tu n'as absolument aucun financement possible. Il faut sortir ça des deniers de ta poche. Donc, je prends mon courage à deux mains et je rencontre mon chef d'établissement pour faire une demande de rupture conventionnelle. Ok. Et ce qui a été extrêmement bien accueilli. J'ai un chef d'établissement qui m'accueille, à qui je présente mon projet, qui m'encourage, qui cherche en tout cas à me proposer plus que ma rupture conventionnelle sur le plan financier, qui n'obtiendra pas, mais en attendant, il est dans cette démarche. Donc, je suis hyper surprise parce que partout, tu entends qu'une rupture conventionnelle, c'est pas possible, il faut rappeler, j'ai 15 ans de boîte, donc j'ai un salaire qui est confortable, enfin, dans mon métier qui est confortable, donc je sais que je vais leur coûter un peu de sous. Et on me met tous les feux au vert, quoi. Donc c'est top. Donc, ça veut dire que je pars avec ma rupture conventionnelle qui va m'aider à financer ma formation. Et en plus, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, je m'assure 2 ans de chômage. En plus, l'aide à la création, à la reprise d'entreprise, enfin tout ça, quoi. Donc, je pars dans des conditions extrêmement bonnes. Et en plus, je pars par la grande porte, c'est-à-dire que même aussi vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de tout ça, je pars pas en catimini où je démissionne, où je suis en conflit du tout. Enfin, je pars pour un projet. Je suis encouragée par pas mal de monde dans ce projet. Alors, il y a des gens qui doutent, forcément, c'est logique, hein, mais je pense que ça parle plus d'eux que de moi à ce moment-là. Et donc, j'ai une chance extraordinaire. Mais parce que j'ai osé aussi, parce que si j'avais écouté autour de moi, je n'aurais jamais fait une demande de rupture conventionnelle, parce que tout le monde me disait autour, ah non, mais il n'y a aucune boîte qui accepte ce genre de truc, tu verras, c'est pas possible, ils refuseront, machin, il va falloir que tu fasses. Alors, il y avait les fameux abandons de poste, trucs, enfin, voilà, donc moi je ne me voyais pas partir après 15 ans de métier
comme ça. Mais il faut savoir, je rebondis, enfin, je reviens sur quelque chose que j'ai omis de dire et qui est important, je pense, aussi dans ce parcours, c'est que mon établissement me proposait aussi la solution de faire ma formation tout en me gardant chez eux et de me libérer du temps pour ma formation. Donc, ça m'assurait encore plus de sécurité. Enfin, je ne pouvais pas être mieux que là. Sauf que, dans ma tête à moi, je réfléchis à tout ça et je me dis, ok, donc si je fais ma formation, je vais faire mes 2 années de formation, j'avais un petit diplôme à passer au bout du compte. J'ai toujours mon boulot. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Et là, y a un truc qui dit, t'as peur. Tu vas te saboter, c'est-à-dire que je me connais par cœur. Je vais faire un truc tout simple. Je vais dire, ok, je vais pas aller à l'examen parce que j'ai peur. Je vite comme ça. Je vais pas aller à l'examen. Je vais pas passer la fin du truc. Je dirai à tout le monde que j'ai essayé et c'est pas grave si j'ai pas réussi. Puis de toute façon, j'ai encore mon job. Tu vois le cheminement, quoi. Je suis déjà en train de préparer l'éventualité que ça marche pas. Ouais. Et là, autre déclic, je me dis, allez, pas de plan B. Pas de plan B. Ça marche ou ça marche. Et pour pas de plan B, eh ben, il fallait quitter mon job. Il y a je ne sais pas si tu as lu L'art de la guerre de Lao Tzu qui dit dedans, il dit à ses soldats, quand vous attaquez un village, laissez-leur toujours l'opportunité de s'échapper aux villageois. Alors ces soldats disent, pourquoi? Si on fait ça, ils vont revenir encore plus nombreux. Non. Il dit parce que si vous les enfermez dans leur village, si vous leur laissez pas de possibilité d'avoir un plan B, de s'échapper, ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. Et c'est vraiment ça. Je me suis dit, mais si j'ai un plan B, je vais trouver un échappatoire pour pas aller au bout de mon projet, quoi, parce que mes peurs vont me bloquer. Donc, je me suis enfermée dans le village. Je me suis battue avec l'énergie du désespoir. Et c'est comme ça que j'ai négocié ma conventionnelle, que je suis partie. Et en me mettant ces 2 années devant moi pour faire ma formation, me diplômer et ouvrir mon entreprise avec l'énergie du désespoir. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous communiques parce que à la fin, à un moment donné, tu nous dis que le côté humain, il n'était plus trop là. Et à la fois, dans ce que tu nous racontes là sur la fin, tu as été beaucoup comprise. Et le côté humain, finalement, il était là. Quelqu'un qui t'a connu, tu l'as dit, depuis très très jeune, qui t'a vu évoluer et qui a pris vraiment conscience aussi à ce moment-là qu'il fallait que tu passes par autre chose. Il l'a vu, en fait, je pense, en toi, sans savoir finalement vers quoi tu voulais aller, forcément, mais je pense qu'il a vu quelque chose en toi et il a su t'écouter à ce moment-là. Donc, c'est important de dire que ça existe aussi encore. Ah carrément. Et puis c'est quelqu'un qui aujourd'hui avec le recul et je salue Stéphane si jamais un jour il tombe sur ce podcast là. Mais je pense qu'il savait mieux que moi à ce moment-là qui j'étais. Mais il me l'a dit bien plus tard, c'est que il attendait que ce déclic vienne de moi. Il dit de toute façon, Harmonie, il fallait que ça vienne de toi. Il dit, en fait, il avait plus confiance en moi que moi, j'avais confiance en moi. Et c'est lui qui a été d'une certaine manière aussi un ressort pour m'aider dans cet élan-là, quoi, dans le fait d'y aller, bien sûr. Tu nous as parlé un peu de tes peurs, mais au moment où tu pars, tu entames ta formation, entre le moment où tu pars et le moment où tu ouvres ton entreprise, est-ce que tu as eu des peurs, des doutes? Est-ce que tu peux nous en parler? Quand je suis sur toute cette période-là, quand je rentre en formation, donc faut savoir que je suis pas en formation toute la semaine, j'y suis 5 ou 6 jours par mois, donc tout le reste du temps, j'ai du temps pour moi. Pour mes enfants, pour plein de choses. Alors, c'est un chamboulement, parce que ça chamboule aussi des choses sur le plan de l'écologie familiale aussi à ce moment-là. J'ai un mari qui gérait
pas mal de choses à la maison et là, du jour au lendemain, moi, je me retrouve présente. Donc, si je dois reprendre une place chez moi, c'est assez particulier d'ailleurs à ce moment-là. Mes enfants, pareil, maman, qu'est-ce que c'est bizarre de l'avoir de l'avoir près de nous. Donc, ça chamboule aussi pas mal de choses sur le plan de l'écologie familiale et c'est pas facile en fait. Hein. C'est pas pour personne. Je pense qu'à ce moment-là, c'est si simple. Chacun doit retrouver une place au sein de la maison dans le quotidien, mais en même temps, je me mets à faire un peu de sport, ce que je prenais pas le temps de faire. Je me remets je suis en formation, je rencontre des gens extraordinaires avec moi. On est une vingtaine d'élèves, c'est top, 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 top. Donc là, je me sens à ma place, quoi, vraiment, à ce moment-là. Et sur toute cette période-là, j'ai pas de peur particulière. La seule peur, c'est pour apprendre mes cours, pour mettre en application. Enfin, je suis une vraie gosse, quoi, mais je me sens vraiment, vraiment pour le coup à ma place à ce moment-là. Ouais. Ouais, les peurs, finalement, tu les as vécues plutôt avant. Ouais. Ah ouais. C'est que pendant cette transition, finalement, tu étais un peu libérée de ce que j'ai l'impression d'entendre. C'est ce que j'appelle, je suis en plein dans la zone d'apprentissage. Je pourrais te partager ces petits cercles-là, mais zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et zone de bonheur ou zone magique là. Et là, je suis en plein dans la zone d'apprentissage, donc c'est juste vraiment, c'est excitant et dans l'excitation, il y a de la peur quand même. Hein. C'est pas non plus, mais c'est pas une peur paralysante, quoi. C'est quelque chose d'hyper sain. C'est une peur aussi qui permet de me sécuriser et de pas faire n'importe quoi non plus dans le quotidien. Mais je me dis surtout, j'ai une phrase qui me dit, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Ouais. En fait, tout le long de ces 2 années de formation, mais je me dis, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je suis pas partie plus tôt? Pourquoi j'ai perdu mon temps, quoi? Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'avais à ce moment-là. Mais après, tout se réaligne, hein. Donc tu te dis, en fait, c'était le bon moment. Avant, ça aurait été trop tôt. C'est ça. Je pense qu'il faut se poser voilà, ce genre de questions quand on se lance enfin, quand on ose enfin se lancer, ouais, carrément. C'est Et ça. du coup, tu te sentais comprise par ton entourage à ce moment-là, ton conjoint? Alors, mon conjoint soutenant, vraiment, alors, il faut savoir que quelques années auparavant, donc 4 ans avant à peu près, c'est mon conjoint qui passe par cette phase-là, lui, de reconversion pro. Donc, moi, je l'ai vu souffrir dans son domaine. Il était banquier avant et donc, je le voyais plus du tout heureux dans ce qu'il faisait. Mais avec lui en tant qu'homme, hein, et je pense que là, ça lui appartenait aussi, c'était ce désir de sécuriser sa famille au maximum. Hein, c'était important d'avoir cette image, en tout cas de porter cette image-là pour lui. Et il était plus du tout heureux au travail. Il fallait qu'il bouge. Et donc, il est passé par ce mouvement où lui aussi est devenu indépendant à ce moment-là. Alors, il y a eu des phases chaotiques pour lui, comme pour nous deux aussi, pour l'écologie de famille aussi, comme je disais tout à l'heure. Mais donc, il a été hyper soutenant parce que étant donné que lui aussi était passé par ça, je pense qu'il savait. Et j'ai quelqu'un c'est un partenaire là-dessus qui est extraordinaire, c'est-à-dire qui me fait confiance, quoi. Et lui me disait, tu vaux mieux que ça. Enfin, tu vas pas rester assistant d'éducation toute ta vie. Enfin, t'en as sous le talon, quoi. Vas-y. C'est ça. C'est hyper important parce que, comme tu dis, lui, il est passé par là, donc il pouvait totalement te comprendre. Je sais que c'est pas toujours le cas Bien de sûr. les femmes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, tu as eu cette chance. C'est tellement important pour que derrière, il y ait cette fluidité qui s'installe et cette sérénité aussi qui Bien s'installe. sûr. Ça y contribue aussi totalement. Et si on pouvait mettre un mot justement sur cette période de transition, vraiment avant l'ouverture réelle de ta première entreprise, en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Je le redis, je crois que c'est pas un mot, c'est un verbe, c'est oser. C'est le verbe qui est resté sur ces 2 années-là que j'ai. Alors, j'ai pas appris ce mot-là en formation, je le connaissais déjà, mais voilà, oser faire, oser être, oser devenir, oser. C'est de toute façon, au pire, il se passe quoi? C'est ça. Au pire, il se passe quoi? C'est aujourd'hui, dans mes accompagnements, en cabinet, c'est aussi ça, hein, c'est que je reçois aussi des fois des femmes ou des hommes qui sont dans ces questionnements-là, et c'est la question du pire. Et au pire, il se passe quoi? C'est quoi le pire du pire? Et en fait, on se rend compte que chaque fois, la réponse, ça fait il va rien se passer. Voilà, il va rien se passer. Et puis, s'il se passe rien, en fait, tu es déjà dans un état où il se passe rien. Donc, si ça change pas, tu connais quand ça change pas. Donc, je trouve que la fameuse idée reçue de la peur de l'échec, à mon sens, c'est souvent aussi, il peut y avoir une grande peur de la réussite derrière. Et parce que le changement est des fois plus... si ça réussit, si ça marche, ça va engendrer beaucoup de changements dans la vie perso, dans la vie pro, dans tout un tas de choses, dans le regard que les gens portent sur vous aussi. Et parfois, c'est ce changement-là qui fait plus peur, s'il y a réussite, que l'échec en lui-même. Pour moi, l'échec, c'est de ne pas avoir tenté de le faire. Il n'y a pas d'échec. C'est vraiment, si tu ne le fais pas... là, pour le coup, il est là, l'échec, mais de te dire, tu as osé le faire, il y a une phrase que je retiens tout le temps et qui vient toujours à mon esprit, essayer, c'est échouer. Quand on te dit, j'ai essayé de monter l'Everest, le gars, il n'est pas monté sur l'Everest. Quand on te dit, j'ai essayé d'arrêter de fumer, le gars, il n'a pas arrêté de fumer. D'accord ? Essayer, c'est la bannière du vocabulaire. Tu fais ou tu fais pas, mais tu n'essayes pas. Donc, faut oser y aller, faut oser faire, oser être qui on est. Et alors, c'est peut-être là le plus difficile, hein, c'est le détachement aussi du regard de l'autre, etc. Mais derrière, au pire, il se passe quoi? C'est ça. Au pire, tu restes où t'es, quoi. Donc, et tu connais déjà ça. Du coup, ton déclic, en tout cas pour ta première entreprise, tu nous l'as raconté. Au moment où tu as réellement ouvert, où tu as accueilli tes premiers clients, du coup, après ta formation, dans quelle émotion tu étais, tu as ressenti? Alors, j'ai tendance à dire que le jour où j'ai reçu mon premier client en cabinet, j'ai dû m'évanouir 3 fois dans mes urines, tellement j'avais peur. J'ai peur de transpirer toute l'eau de mon corps possible et inimaginable. Non, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur qui est là en disant mais je suis qui? Qu'est-ce que je fais là? Faut surtout pas qu'il sache qu'il est le premier. Ma séance, au lieu de durer 1h30, je crois qu'elle a duré 4 heures, parce que j'avais que lui dans la journée. Hein. Premier. Le premier. Très peur. Là, pour le coup, de la peur. Ouais, beaucoup de peur, beaucoup de peur de ne pas être légitime, de pas pouvoir accompagner l'autre en face. Donc, je cherchais à tout maîtriser. Je cherchais à tout maîtriser en amont. Je voulais savoir pourquoi il venait me voir avant. J'essayais de construire la séance avant, ce qui ne fonctionne absolument pas. Hein. Enfin, j'ai abandonné. C'était pire encore. Mais non, très peur. Et puis, faut savoir un truc, c'est que moi, je crée, j'ouvre, donc j'enregistre mon numéro de SIRET en janvier 2020. Si tu vois ce que je veux dire. On se souvient bien de cette période-là. Là. Janvier 2020, j'ouvre mon cabinet en février. Enfin, je me mets un loyer sur la tronche février-mars, là, à partir de ce moment-là. Et 15 jours après, on confine. Ouais. Donc là, l'insécurité financière pointe le bout de son nez plus. On est 2 indépendants à la maison. On n'est pas des indispensables.
Et donc là, je me dis, bah merde, j'ai fait tout ce chemin-là pour ça, pour devoir abandonner maintenant à cause de ce fichu confinement. Et donc, bah, tu trouves des solutions. C'est ça. Tu fais du visio, t'inventes des trucs, tu cherches des solutions, tu en trouves. Et donc, j'ai fait des visios le soir, je faisais des groupes, je faisais participer les gens un peu financièrement, ça me permettait de me faire un peu connaître. Bon, il y avait des gens que je connaissais, etc., etc. Mais, et quand on a déconfiné, bah, j'ai super bien bossé parce que les gens avaient besoin. Et en fait, avec le recul, le confinement, ça a été du pain béni pour moi dans mon activité. Ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. Ouais. Les gens ont tellement souffert pendant le confinement. Il est tombé à point nommé, presque d'une certaine manière, dans mon lancement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, donc pour ce lancement-là, pour toutes ces peurs, pour l'expression que tu nous as sortie, que je sais pas. S'évanouir 3 fois dans ses urines. Je la garde tout le temps, celle-ci, parce que j'ai l'image. Excellent. Donc là, du coup, tu as cette partie d'entreprise que tu ouvres. Donc ça, c'était en 2020. Ouais. Quand même, c'est important de dire, c'est comme tu es multi-entrepreneur aujourd'hui, comment est venue l'idée d'ouvrir cette nouvelle entreprise en 2023, je crois. Ouais, c'est ça, 2023, tout à fait. 2023. Comment ça s'est passé, cette partie-là? Pourquoi aussi? Alors, l'idée vient pas de moi. Au départ, l'Isis Patrimoine, l'idée, c'est mon mari qui l'a dans la tête depuis quelque temps. Et puis, donc, l'Isis, pour faire court, c'est une société qui regroupe 3 pôles d'activité. Le courtage, mon mari il est passé de banquier à courtier indépendant à l'époque, donc qui regroupait le courtage, la gestion de patrimoine et l'immobilier. Donc l'idée, c'était de regrouper ces 3 pôles d'activité au sein d'une même entreprise. Il s'associait déjà avec 2 personnes, un collègue qui était un ami qui était déjà agent immobilier et un autre qui était dans le courtage déjà aussi de son côté. Et puis moi, il se passe quoi sur le plan pro? Je bossais très très bien jusqu'à la guerre en Ukraine. L'inflation arrive en France et le bien-être des gens n'est plus leur priorité. Donc j'ai une baisse de mon chiffre d'affaires qui commence à s'entamer et on voit bien que financièrement, bah, ça devient plus compliqué, quoi. Donc passe l'idée de prendre un petit job à côté en complément. Et je rentre mandataire immobilier dans une société que je ne citerai pas. Et donc, je commence à me former à l'IMO comme ça. Je mets le pied dedans comme ça. Et je me rends compte que c'est un job qui est passionnant, vraiment pour le coup. Et moi qui ne m'imaginais pas du tout dans le commerce, je m'éclate. Et donc, je suis là. Et mon mari me fait pourquoi tu nous rejoins pas, en fait parce que tu as plein d'idées et plein de trucs, et puis et puis tu gagnerais mieux ta vie ici, et puis tu serais plus libre encore au niveau des horaires, et puis, et puis voilà. Il a tous les arguments, il a tout donné. Il a tout mis dans l'argumentaire, ça passait bien. Et puis. Et en même temps, on n'est pas dans une période forte dans ce job-là. Économiquement parlant, c'est pas le bon moment pour se lancer, quoi. Et comme on a tendance à faire les choses n'importe comment chez nous, c'est-à-dire qu'on ouvre une boîte en plein Covid, ben nous, on décide de se lancer en pleine période où l'immobilier tourne pas, où on vend pas de maison et on fait pas de prêt bancaire. Voilà, allons-y. Donc 2023. 2023, on se lance, on est donc 4 associés et je prends la co-responsabilité du pôle immobilier. Donc je suis pas toute seule, hein, j'ai mon ancien parrain et donc parrain dans l'IMO, celui qui m'a fait découvrir l'immobilier, qui fait partie des 4 mousquetaires. Et donc on a ouvert en 2023. Aujourd'hui, on sera 11 d'ici peu. Là, on a commencé à 4, on sera 11 d'ici peu, que des indépendants. À la fois dans l'IMO, dans le courtage et dans la gestion de patrimoine. On ouvre à la France entière. Et mon rôle au sein de l'ISIS, c'est à la fois de former
les futurs indépendants dans l'IMO, de les accompagner sur le terrain, mais aussi, je suis aussi conseillère en immobilier, donc je suis aussi agent commercial, donc je fais de la transaction immobilière sur le pays de Ré principalement, en Loire-Atlantique. Donc, une autre casquette. Donc là, tu développes la casquette marketing, la casquette il faut communiquer sur le web, la casquette comptable, la casquette juridique en immobilier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. L'immobilier, c'est pas un métier où tu ouvres seulement une porte. Donc voilà. Donc, en fait, moi, je me forme en permanence. J'en forme d'autres à côté. J'aide à développer. Et en parallèle, j'ai encore 1 jour et demi par semaine de cabinet en hypno. Donc, je ne m'ennuie pas. Comment s'organise ta semaine entre justement ces deux activités-là? Donc, tu as 2 jours, c'est ça, et demi, une journée et demie, tu m'as dit. Une journée et demie au cabinet. En fait, Au début, je n'organisais pas. Au début, je ne cloisonnais pas. Quand j'avais moins de temps au cabinet, quand j'avais moins de monde au cabinet, je faisais de l'IMO, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que pour mon cerveau, pour ma petite tête, c'était absolument pas possible à gérer. 2 casquettes professionnelles dans la même journée qui sont totalement différentes, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, faut cloisonner, quoi. Faut vraiment, fallait que je me mette des règles. Donc, le lundi, principalement, je suis au cabinet. De toute la journée. Et le mercredi après-midi, je suis au cabinet. J'ai gardé le mercredi après-midi parce que j'ai omis de le dire, mais j'ai une spécialisation d'accompagnement enfants et adolescents. Et donc, c'est le moment où les jeunes sont souvent le plus présents. Donc, j'ai maintenu le mercredi après-midi pour eux. Et le reste du temps, je suis totalement chez l'Isis Patrimoine. Donc, c'est de l'adaptation, c'est pas facile, je jongle un peu avec l'agenda, mais au moins dans ma tête, un jour je mets telle casquette, le lendemain j'en mets une autre, je mélange pas tout, c'est important pour moi de pas mélanger les deux métiers, et pour mes clients aussi, parce que je veux pas amener de confusion dans leur tête pour eux. J'ai mon chat qui tire sur le tag. Je veux pas mettre de confusion aussi là-dedans, mais dans la tête des gens, donc c'est important pour moi de cloisonner tout ça. Mais la question qui se pose maintenant, qui va se poser, c'est est-ce que je continue cette double activité ou est-ce que je fais un choix et le choix, c'est de quitter, d'arrêter le cabinet. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore pris de décision, mais c'est la question qui commence la graine qui se pose dans ma tête actuellement. Ouais. Quand même concrètement, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, donc le cabinet se situe où et l'Isis Patrimoine se situe où? Alors j'ai de la chance, ou tout au même endroit. Oui, parce que quand on a monté une entreprise quand on a monté l'Isis Patrimoine en 2023, on n'a pas fait que ça. On a acheté aussi un bâtiment sur Pornic dans lequel on a créé un Airbnb et nos bureaux. Donc mon cabinet, j'ai un petit espace pour mon cabinet et à côté il y a les bureaux de l'Isis Patrimoine. Donc je travaille à Pornic sur les 2 activités. J'ai un bureau là-bas. Ok, donc sur Pornic. Ouais. Ça va. Donc là, on est aujourd'hui donc en 2026. Donc il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre 2018 et cette année. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui sur tout le chemin que tu as parcouru? Forcément de la fierté, parce que je pense que c'est important d'être fier de soi. C'est pas un gros mot de se dire je suis contente, je suis fière du parcours que j'ai fait jusque-là. Moi, quand j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté mes études à mon bac, donc j'ai fait un bac STL, sciences, technologies de laboratoire. Donc, j'étais pas du tout prédestinée à tout ce parcours professionnel. Donc, je me rends compte qu'en fait, j'ai jamais suivi la voie de départ. J'ai un parcours, je pense, relativement atypique dans son fonctionnement, mais j'ai pas un gros niveau d'études. Si on regarde sur le papier, j'ai tout appris tout au long de ma carrière professionnelle, que ce soit dans les formations qualifiantes, etc., ou diplômantes.
Mais j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas à rougir de ce parcours. J'ai toujours bossé. J'ai beaucoup appris. J'apprends encore et j'ai pas peur de la suite. Comme j'ai tendance à dire, je sais toujours pas ce que je ferai quand je serai grande. J'étais là. 44 ans cette année et je sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grande. Donc, je verrai bien, on verra. C'est de l'apprentissage constant et justement d'être en constante aussi évolution. Je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Moi aussi, j'ai grandi dans diverses entreprises. Tu passes du camping de plein air à une entreprise qui fait des menuiseries ou à de l'immobilier ou le gars qui fait l'entretien de pelle, de manutention. Enfin, c'est des trucs, voilà, tu changes complètement. Et c'est aussi hyper intéressant. Et l'évolution aussi, c'est ça. C'est aussi de pouvoir s'intéresser à d'autres choses. Et en effet, demain, peut-être que tu feras autre chose parce que autre chose te plaira. Et c'est grave. Et c'est bien aussi de s'intéresser à plein de choses et d'être multi-entrepreneur, d'être multipotentiel aussi. Il y a beaucoup ce terme-là. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler. Multipotentiel, tout à fait. C'est quelque chose qui ressort énormément en ce moment. Et avant, c'était presque un gros mot, entre guillemets, d'aimer faire plein de choses. Et aujourd'hui, je trouve que c'est complètement une force, en fait. Bah oui, nos parents, ils travaillaient 40, 45 ans dans la même boîte et c'était ça leur force, hein, c'était cette stabilité. Aujourd'hui, c'est pas envisageable. Donc, moi, je n'oserais même pas l'envisager pour moi ou pour mes enfants, de leur dire « Ah si, tu apprends un métier, tu vas le faire toute ta vie, tu verras. » C'est comme ça que non. Moi, j'ai vu trop de gamins, même dans mon ancien job, qui étaient à l'idée de paniquer dans leur orientation scolaire. Je vois mes enfants, j'ai une fille de 17 ans qui est en plein dedans dans son orientation pour ses études. Et je me rends compte à quel point le système scolaire dans lequel on met nos enfants, il est enfermant. Apprends un métier, rien d'autre, et surtout te trompe pas, hein, parce que tu pourras pas changer. Hein. Je trouve ça juste fou, parce que moi, toute ma vie, en fait, je me suis rendu compte qu'il est totalement possible de changer, qu'il est totalement possible de se tromper. C'est pas grave, pas grave, et que voilà, il y a toujours une solution, en fait. Donc, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je dis aussi à mes enfants. Hein. Là, c'est vrai qu'ils ont leur père qui est dans la même entreprise depuis plus de 20 ans, mais qui a évolué dans cette entreprise, donc il a fait différents postes parce que c'est une grosse entreprise et qu'il a cette possibilité-là. Mais lui, c'est une passion. Passion pour lui. Donc forcément, c'est complètement différent. Quand aujourd'hui, on n'a pas vraiment un réel métier passion, et encore, même si on en a, on peut très bien faire autre chose à côté. Tout à fait. Mais vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est pas grave si tu fais ça aujourd'hui et que demain tu changes, clairement, ça changera pas notre vision de toi. Et on sait que tu es capable, en fait, d'avancer et d'aller plus loin et de réussir dans autre chose. Et c'est leur donner cette confiance aussi en eux et pas les dévaloriser, justement, à se dire ah putain, si tu n'as pas ton bac, je t'explique pas, demain tu vas pas réussir. C'est ça. Exemple aujourd'hui, quand tu regardes sont peut-être allés dans les extrêmes, mais bon, quand même, souvent les gens, c'est ça qu'ils ont en tête. Quand tu regardes des millionnaires, des milliardaires, il y en a combien qui n'ont pas leur bac, il y en a combien qui sont dyslexiques, etc., et qui ont construit des trucs. Des empires, bien sûr. Ah oui, non, mais moi, je pourrais te citer des tonnes d'exemples. En 15 ans de métier, des jeunes, j'en ai croisé dans ma vie. Je travaillais dans un lycée pro, en plus, principalement, donc principalement de garçons. Et j'ai vu des gamins en perdition parce qu'on les obligeait à faire ça et tout. Et en fait, ils se sont dévoilés et révélés le jour où on leur a laissé le choix. Et c'est des gamins, moi je les croise, qui ont réussi, qui sont heureux, qui ont très bien réussi, même pour certains. Et on aurait, enfin, il y a des adultes qui misaient pas très cher de leur peau à l'époque. Et je trouve ça fou. Et c'est vrai que pour moi, l'école aujourd'hui, l'école doit être un lieu où tu dois apprendre à apprendre. D'accord ? Tu es là pour modeler ton cerveau à l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est à ça que ça sert. Aujourd'hui, ça ne doit pas servir à autre chose. Et c'est malheureusement pas à ça que ça sert. Et
Et malheureusement, on crée beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de jeunes qui sont dans l'angoisse, qui sont dans l'angoisse de l'avenir pour eux et qui se disent je vais où, plus les parents qui sont angoissés pour eux avec. Ouais. Et moi aussi la première. Enfin, j'ai aussi des fois enfin, en tant que parent, on s'angoisse aussi pour nos enfants. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel je ne m'angoisse pas, c'est de me dire si elles se trompent, elles feront autre chose. Et c'est pas grave. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une solution. Complètement. Je suis 100% d'accord avec toi, même plus. Et c'est pas grave aussi, je t'entendais dire tout à l'heure, le papa des enfants, ça fait 20 ans qu'il est dans la même boîte. Et c'est pas grave aussi de rester 20, 30 ans dans la même boîte. C'est aussi très bien. Ouais, carrément. C'est chacun ses choix, chacun ses envies. Et quand tu te sens bien dans un endroit, aussi pourquoi en changer? Carrément. Tout à fait. Clairement. Et du coup, qu'est-ce que cette reconversion t'a appris sur toi, peut-être que tu n'aurais jamais imaginé? Je suis quelqu'un de relativement, malgré tout, très angoissé. Je suis pas quelqu'un de toujours sereine intérieurement. Je fais beaucoup de vélo là-haut, j'essaye toujours d'anticiper pas mal de choses et je me fais beaucoup de films et si ça m'a appris quelque chose alors, j'y travaille encore, mais c'est de me dire t'en fais pas, quoi, tu trouveras toujours une solution le moment venu. Le moment venu, tu trouves la solution, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine, peu importe. Le moment venu, t'en fais pas, il y aura une solution. Et de chercher à anticiper tout ça, de chercher à se faire du mouron sur des choses qui sont pas encore là, ça n'a aucun intérêt parce que de toute façon, ça se passe jamais comme tu penses que ça va se passer et bien souvent, ça se passe à l'opposé de ce que tu imagines et qu'il y aura toujours une solution. Et en fait, je me rends compte, si j'ai appris quelque chose sur moi, c'est que je me rends compte que j'ai toujours trouvé des solutions, tout le temps. Tout le temps, peu importe, j'ai toujours trouvé une solution sans revenir en arrière. Il peut y avoir aussi cette idée facile de dire ok, je reviens, non, sans avoir besoin de revenir en arrière, j'ai toujours trouvé une solution pour avancer. Donc c'est ta force aujourd'hui et je pense que ça continuera à être ta force avec tout ce que tu as pu vivre en fait ces dernières années. C'est ça. Peut-être que si on se revoit dans 6 mois, 1 an, lors d'un nouveau podcast, on découvrira une autre harmonie. Ce serait peut-être à élever des chèvres, je sais pas où. Dans la Pampa, là-bas en Corrèze, ou je sais pas où. Là, perdu. Du coup, là, on va s'adresser un peu plus là aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent. Est-ce que tu penses, avec du recul, qu'il t'a manqué quelque chose à l'époque, au moment où tu as eu tous ces questionnements, où tu ne savais pas trop finalement au début vers quoi te diriger, parce que c'est le bilan de compétences qui t'a notamment aidé pour ça. Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué peut-être du temps, du soutien, un cadre clair pour savoir par où commencer, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, qui t'a manqué à l'époque? Ça peut être pas du tout, hein. Peut-être qu'il t'a rien manqué aussi. Hein. Je pense que tout était déjà là. Ouais. Je pense que tout était déjà là. Comme je te disais, je suis issue de la chimie, donc pour moi, rien ne se crée, tout se transforme. Tout était déjà là et que il fallait juste. C'est un peu l'idée, tu as tout dans un sac à main de femme où c'est assez le bazar quand même. Tu retournes le sac et tu ranges. Et je crois que c'est ça. J'ai eu besoin de vider le truc et de commencer à ranger, à classer, à prendre conscience qu'il y avait du potentiel et qu'il y avait des compétences chez moi et d'autres compétences à développer et à apprendre, etc. Je dirais je pense que ce qui me manquait peut-être, c'était de la sécurité intérieure pour aller au-delà de la confiance en soi. Parce que je trouve que ce terme, il est un peu bateau et il est trop large pour moi. La sécurité intérieure, c'est, à mon sens, fallait que je sécurise. Fallait que je me sécurise émotionnellement, fallait que je me sécurise, que je me rassure sur le fait que je me sentais capable,
ouais, je pense que c'est ça qui manquait. Et puis ça me vient aussi sûrement peut-être un peu de mon éducation derrière. Hein, il y a aussi mes propres idées reçues, le regard que je portais sur moi et que je porte encore sur moi. C'est d'apprendre à sécuriser. Moi, je suis une fille d'entrepreneur et pas que. J'ai une maman qui a vécu toute sa vie comme fonctionnaire dans un domaine hyper cadré, sécure. Et mes parents sont séparés depuis que je suis toute petite, hein, donc j'ai pas connu mes parents ensemble, mais j'ai un papa qui a entrepris toute sa vie. Donc j'ai vraiment connu ces deux sphères-là, la sécurité à fond de l'autre, et de l'autre côté, espèce de grain de folie, des fois complètement pas sécure du tout, mais ou vis tes rêves, quoi. Vis tes rêves. C'est pour moi. Mon père avait une petite phrase qui disait, c'était en gros, il faut que tu fasses. La chance n'existe pas, le bonheur se construit, fais-le à ta main et il se rapproche de tes rêves. Voilà, c'est ma devise aujourd'hui. Et je crois que si je devais avoir un seul mot pour les femmes qui peuvent être aussi dans cet élan ou ces peurs, c'est ça. La chance, elle n'existe pas. Le bonheur, il se construit. Si tu le fais à ta main, il se rapproche de tes rêves. Et c'est vraiment ça. Il me manquait cette sécurité. Aujourd'hui, peut-être encore un peu, mais je me sécurise de plus en plus facilement avec le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui hésitent aujourd'hui à oser justement qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, ose. Saute. Allez, vas-y, saute. Tu verras, ça sera mieux après. C'est mieux après. C'est ça. C'est une chanson de Calogero, ça, qui dit ça. Et c'était mieux. Comment c'est la phrase? Je ne l'ai pas. Ouais, il y a une chanson de Calogero comme ça sera mieux. C'était mieux après. C'est ça. Toutes les femmes qui nous regardent, là, n'hésitez pas de mettre un commentaire si vous retrouvez de Calogero. Calogero, c'était mieux après. Bon, en tout cas, voilà. Merci pour ça. Et du coup, voilà, comme on est sur le podcast Puissante et libre, ça serait quoi ta définition justement d'être puissante et libre? Eh bien, tu me poses une colle. C'est quoi puissante et libre? C'est être vrai. Être vrai, point. Soyez vrai, en fait. Puissante et libre, c'est ça. T'es libre quand t'es vrai, t'es libre. Et ta puissance, elle est dans ce qu'on est déjà, en fait. Quand je disais tout à l'heure, tout était déjà là. J'ai envie de dire à ces femmes que tout est déjà là. Il y a rien à créer, il y a rien à inventer. C'est juste être vrai. Et quand on est vrai, on est authentique. Et l'authenticité, ça manque beaucoup dans ce monde-là, dans ce monde d'image. Et pourtant, c'est là que ça se situe. Et ça veut pas dire être parfait, ça veut pas dire être lisse, ça veut pas dire plaire à tout le monde. Ça veut dire déplaire, être imparfait, avoir des irrégularités. Et c'est ça, être puissant et libre pour moi, en fait. Merci. Voilà. Pour ta définition. Donc, on est sur la fin de cette interview. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce que tu penses que voilà, tu as transmis tous les messages que tu voulais transmettre aujourd'hui? Je pense que j'ai transmis, en tout cas, tout ce qui m'est venu à ce moment-là, en essayant d'être le plus vrai possible aussi dans mes réponses. Voilà. Après, je suis bavarde. On pourrait avoir cette conversation-là, cette discussion-là pendant des heures. Mais voilà, les choses sont. Je pense avoir fait le tour. Merci en tout cas à toi pour cette opportunité-là.
parce que mine de rien, on n'a pas souvent l'opportunité de s'arrêter un petit peu sur son parcours, de regarder derrière et de regarder le chemin parcouru et de dire ok, ouais, quand même, c'est pas mal. Et de faire cette introspection, on est tellement à fond dans nos quotidiens que ça fait aussi du bien et ce moment, en tout cas, a permis ça. Merci beaucoup et j'espère en effet que ça pourra durer encore très très longtemps et que je pourrai partager encore énormément de parcours sur ce podcast pour pouvoir vous inspirer toutes et vous aider peut-être à franchir ce pas que vous n'arrivez pas à franchir aujourd'hui. Donc merci beaucoup Harmonie pour ce partage vrai, sincère et puis aussi je pense inspirant pour beaucoup de femmes. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci. Pour conclure, donc, si toi aussi, tu as osé changer de voie pro et que tu veux justement venir partager ton parcours, raconter ton parcours ici, tu peux me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste en dessous de la vidéo. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro te correspond plus, tu te sens coincé, que tu as comme un plafond de verre au-dessus de toi et que tu veux pouvoir évoluer, et notamment dans l'entrepreneuriat, et créer ton business en ligne, tu peux me contacter directement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt, Harmonie. À bientôt.